Bonjour à tous, profitez de ce moment de détente avec nos histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. Laissez aussi généreusement un pouce bleu, car cela représente énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Minuit sonna, et le petit salon faiblement éclairé de la maison des Dawson était un champ de bataille. Leila Dawson, 18 ans, se tenait debout, agrippant son sac à dos en lambeaux, ses yeux sombres écarquillés d'incrédulité tandis que sa belle-mère, Janice, la dominait du regard. L'air était lourd d'une tension qui couvait depuis des années et qui venait finalement d'exploser. La voix de Janice était un sifflement venimeux, fendant le silence de la nuit de banlieue. « Tu n'es qu'un poids mort !» cracha Janice, ses ongles manucurés pointés vers la porte d'entrée. « Tu te crois trop bien pour aider cette famille. Tu ne veux pas abandonner tes études pour garder tes frères et sœurs, très bien, alors dégage. » Le cœur de Leila battait la chamade, ses jointures blanchies autour des bretelles de son sac. À l'intérieur se trouvaient ses manuels scolaires, quelques vêtements et un dossier usé rempli de croquis d'architecture, ses rêves couchés sur le papier. Elle jeta un coup d'œil à son père, Paul, avachi dans son fauteuil, les yeux fixés sur le sol. Son silence était plus assourdissant que les cris de Janice. « Papa !» La voix de Leila se brisa, à peine plus qu'un murmure. « Dis quelque chose. S'il te plaît. » Paul bougea, la mâchoire serrée, mais il ne leva pas les yeux. « Tu l'as entendu, Leila ?» marmonna-t-il. « Va-t'en, c'est tout. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing. La poitrine de Leila se serra, sa respiration devint courte. Elle voulait crier, supplier, mais sa fierté lui noua la langue. Janice se précipita vers la porte et l'ouvrit brusquement, laissant entrer l'air froid de la nuit. « Dehors. Et ne reviens pas ramper quand tu crèveras de faim. » Les jambes de Leila bougèrent avant même que son esprit ne comprenne. Elle posa le pied sur le porche, les planches de bois grinçant sous ses baskets. La porte claqua derrière elle et la lumière du porche s'éteignit, la plongeant dans l'obscurité. Elle resta figée, le poids du rejet l'envahissant. Sa famille, son père, avait choisi son camp, et ce n'était pas le sien. Elle ajusta son sac à dos et descendit l'allée fissurée, son souffle visible dans l'air glacial. Le quartier était silencieux, les maisons sombres, leurs fenêtres comme des yeux sans cils observant son exil. Elle n'avait nulle part où aller, pas d'argent, pas de plan. Mais en arrivant dans la rue, elle s'arrêta et regarda la maison. Un jour, murmura-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. J'aurai plus qu'un toit. J'aurai le pouvoir. Leila traversa la ville endormie, ses baskets raclant le trottoir. Elle passa devant la bibliothèque municipale, sa façade de briques lui offrant un réconfort familier. Elle y avait passé des heures, esquissant des bâtiments dans les marges de ses cahiers, rêvant d'une vie au-delà de cet endroit. Maintenant, c'était son seul refuge. Elle se glissa derrière le bâtiment, où une ruelle étroite offrait un abri contre le vent. Se blottissant contre le mur, elle resserra sa capuche et utilisa son sac à dos comme oreiller. Les étoiles au-dessus étaient indifférentes, mais ses croquis, bien à l'abri dans son sac, étaient une promesse qu'elle se faisait à elle-même. Elle n'avait pas encore dit son dernier mot. Le soleil matinal pointa au-dessus du toit de la bibliothèque, jetant une lueur dorée sur le visage de Leila. Elle s'agita, son corps endolori par le béton froid. Son estomac gargouilla, mais elle l'ignora, sortant son carnet de croquis pour tracer les lignes d'un plan à moitié terminé. C'était un centre communautaire, tout en angle net et en espaces ouverts. Sa vision d'un lieu où personne ne se sentirait indésirable. « Gamine, tu ne peux pas dormir ici. » l'interrompit une voix douce. Leila leva les yeux pour voir Monsieur Harris, le bibliothécaire. Ses cheveux gris étaient en désordre et ses lunettes légèrement de travers. Il tenait un thermos de café, son expression un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Je ne volais rien, » balbutia Leila en se relevant péniblement. « J'avais juste besoin d'un endroit pour. » « Doucement, doucement, » dit Monsieur Harris en levant une main. « Je t'ai déjà vu ici, toujours avec ces dessins. »« Tu es Leila, c'est ça ? Que s'est-il passé ?» Leila hésita, sa fierté luttant contre son épuisement. Mais les yeux bienveillants de Monsieur Harris firent tomber ses défenses. « Ma belle-mère. Elle m'a mise à la porte. Je n'ai nulle part où aller. » Monsieur Harris fronça les sourcils, son regard s'adoucissant. Ce n'est pas une façon de traiter sa famille.
Viens à l'intérieur, je vais te donner un café et on va trouver une solution. Dans la salle de repos de la bibliothèque, Léla sirota un café amer pendant que Monsieur Harris passait des appels. Je connais un type qui dirige un programme de formation communautaire, dit-il en raccrochant. Construction et conception KO, tout est gratuit. Tu es doué avec ces croquis, tu as déjà pensé à les concrétiser. Les yeux de Léla s'écarquillèrent. Vous pensez que je pourrais? Je sais que tu le peux, dit-il avec un sourire. Tu as du cran. Et je ne laisserai pas un talent comme le tien se perdre. À midi, Léla était inscrite au programme. Les jours devinrent un tourbillon d'apprentissage. Elle suivait des cours sur les logiciels de dessin, effectuait un stage dans un petit bureau de constructeur et nettoyait des sols de restaurants graisseux la nuit pour se payer à manger. Ses repas se composaient de nouilles instantanées et de pain de la veille, mais elle s'en fichait. Chaque plan qu'elle dessinait lui semblait être une brique dans les fondations de son avenir. Un après-midi, alors que Léla peaufinait un modèle 3D, une femme entra dans le bureau. Grande, avec une présence imposante et un sourire chaleureux, elle se présenta comme Élise Martin, une architecte noire réputée pour ses conceptions durables. « Monsieur Harris m'a envoyé ton portfolio », dit Élise en brandissant les croquis de Léla. « Ce projet de centre communautaire, c'est audacieux. Fonctionnel. Tu as une vision, Léla. » Léla rougit, peu habituée aux compliments. « C'est juste un projet de rêve. »« Les rêves construisent des villes », répondit Élise. « Tu veux le rendre réel ? Je lance un programme de mentorat pour les jeunes femmes dans le design. Tu es partante ? » Léla hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. « Je suis partante. »« Bien, » dit Élise, les yeux brillants. « Aidons-toi à le construire. » 2 ans plus tard, Léla n'était plus la fille qui dormait derrière la bibliothèque. Sous la direction d'Élise, elle avait affiné ses compétences, ses créations alliant fonctionnalité et élégance. Sa première grande opportunité se présenta lorsqu'elle fut chargée de dessiner les plans de rénovation d'un bâtiment historique. Elle passa des nuits blanches à perfectionner les plans, s'assurant que chaque détail était écologique et rentable. Lorsque le projet fut dévoilé, le client, un investisseur immobilier bourru nommé Deshaun Briggs, étudia les plans en haussant un sourcil. « Qui est la gamine qui a dessiné ça ?» demanda Deshaun, sa voix retentissant sur le chantier. « C'est moi », dit Léla en s'avançant, sa voix stable malgré son trac. Léla Dawson. Deshaun la toisa de haut en bas, puis reporta son regard sur les plans. « Tu as quoi, 20 ans ? Et tu dessines comme si tu avais 30 ans de métier. C'est propre. Durable, en plus. Tu as déjà fait des duplex ? » Léla secoua la tête. « Pas encore, mais je peux le faire. » Il gloussa. « De l'assurance. J'aime ça. J'ai 6 unités en construction en centre-ville. Si ça t'intéresse, le projet est à toi. Ne te plante pas. Je ne vous décevrai pas, promit Léla, son cœur battant de possibilités. Le projet de duplex fut un succès, les conceptions de Léla étant saluées pour leur prix abordable et leur style. Des familles emménagèrent, leur rire résonnant dans les espaces qu'elle avait créés. C'était surréaliste. Des années auparavant, elle était sans abri, esquissant des rêves sur des bouts de papier. Maintenant, ses plans étaient des foyers. Mais tandis que Léla construisait son avenir, son passé persistait. Un soir, en faisant défiler son fil d'actualité, elle vit les publications de Janice sur Facebook. « La vie est si dure sans soutien », écrivait Janice, posant avec ses demi-frères et sœurs. Pas un mot sur Léla. L'omission la piqua, mais elle la nourrit aussi. Elle ne construisait pas pour obtenir l'approbation de Janice. Elle construisait pour elle-même. À 22 ans, Léla fit le grand saut. Avec les encouragements d'Élise, elle lança Iron Root Design, louant un coin d'un espace de travail partagé avec une chaise empruntée et un ordinateur portable d'occasion. Son slogan, solide, durable, intelligent, reflétait sa philosophie. Son premier bénéfice de $10 000, gagné grâce à des contrats en freelance, servit à louer un petit studio et à embaucher une assistante, Mia, une jeune diplômée pétillante qui croyait en la vision de Léla. Un soir, alors qu'elles organisaient des dossiers, Mia leva les yeux. « Léla, pourquoi Iron Root, racine de fer ? C'est un nom super cool. » Léla sourit légèrement, agrafant un contrat. « Les racines te gardent ancré, même quand le monde essaie de t'arracher. Le fer,
c'est ce que tu deviens quand tu y survis. Mia hocha la tête, impressionnée. Tu es une sacrée dure à cuire, tu sais? Léla rit. Mais son esprit était ailleurs. Elle suivait une propriété, sa maison d'enfance. Janice et Paul avaient pris du retard dans leur paiement. Et la saisie immobilière menaçait. Utilisant une société écran pour rester anonyme, Léla fit une offre par l'intermédiaire de son avocate. Elle ne voulait pas de vengeance. Elle voulait tourner la page. Lorsque l'accord fut approuvé, Mia remarqua Léla fixant le contrat, son expression illisible. « Ça va, patronne » demanda Mia. « Oui » dit doucement Léla. « Je suis juste en train de régler quelques affaires en suspens. » La vente aux enchères eut lieu dans un bureau de comté stérile, sous le bourdonnement des néons. Léla était assise au fond, son visage à moitié caché par une casquette de baseball. La salle était peu remplie, principalement des investisseurs cherchant des biens à bas prix. Sur le billot se trouvait sa maison d'enfance, l'endroit d'où elle avait été chassée. Janice et Paul n'étaient pas là. Ils avaient ignoré les avis de saisie, blâmant tout le monde sauf eux-mêmes. La voix du commissaire-priseur était monotone. Lot 47, maison individuelle, mise à prix 80 000 $. Les enchères montèrent lentement. L'avocate de Léla, une femme brillante nommée Carla, leva sa pancarte au signe de tête de Léla. 85 000 $, annonça Carla. La salle murmura. Un autre enchérisseur comptera, mais Léla resta calme, ses doigts traçant le bord de son carnet de croquis. Elle avait économisé chaque centime pour ce moment. 90 000 $, dit Carla, la voix ferme. L'autre enchérisseur hésita, puis abandonna. Vendu à Dawson Reclin Holdings pour 90 000 $, annonça le commissaire-priseur en frappant son marteau. Carla fit glisser l'acte de propriété vers Léla, ses yeux brillants. « Félicitations, Madame Dawson. Vous venez de racheter votre passé. » Léla fixa le papier, son nom désormais lié à la maison qu'il avait rejetée. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête. Mettons les choses en ordre cette fois-ci. Cette nuit-là, seule dans son studio, Léla se tenait à sa table à dessin, l'acte de propriété à côté de son dernier plan. La maison n'était pas seulement un achat. C'était une promesse. Elle la transformerait en quelque chose de plus qu'un souvenir de douleur. Et le moment venu, elle ferait face à Janice et Paul, non pas avec colère, mais avec le pouvoir qu'elle avait bâti à partir de rien. Le soleil matinal jetait de longues ombres sur la rue tranquille de la banlieue alors que Léla Dawson se tenait sur le trottoir devant sa maison d'enfance. La maison semblait plus petite maintenant, sa peinture bleue délavée s'écaillait, le porche s'affaissant comme un soupir fatigué. Dans sa main, une seule clé, froide et lourde, la dernière pièce d'un puzzle qu'elle avait mis des années à assembler. À 22 ans, elle n'était plus seulement Léla, la fille jetée dehors à minuit. Elle était la PDG d'Iron Road Design, et maintenant, la propriétaire du bien qu'il avait autrefois rejeté. Elle ne s'approcha pas de la porte. Pas encore. Au lieu de cela, elle resta immobile, son souffle visible dans l'air vif, ses yeux sombres traçant les fenêtres où elle avait autrefois pressé son visage, suppliant de rester. Le souvenir la piquait, mais ne la brisait pas. Elle avait acheté cette maison par l'intermédiaire d'une société écran, Dawson Reclin Holdings, pour 90 000 $ aux enchères. Une aubaine, grâce à la négligence de sa belle-mère Janice. Maintenant, l'acte de propriété était à elle, et la procédure d'expulsion était en cours. L'assistante de Léla, Mia, se tenait à côté d'elle, tenant un presse-papier. « Tu es sûre de ne pas vouloir entrer, patronne » demanda Mia, sa voix douce mais curieuse. « Je veux dire, c'est ton moment. Cet endroit t'appartient. » Léla secoua la tête, son expression illisible. « Il ne s'agit pas de jubiler, Mia. Il s'agit de clore un chapitre. Je leur ai donné 30 jours pour quitter les lieux. Plus qu'ils ne m'en ont jamais donné. » Mia hocha la tête, ses boucles rebondissant. « C'est généreux. La plupart des propriétaires auraient insisté pour 2 semaines. »« Ce n'est pas de la générosité, » dit Léla en glissant la clé dans sa poche. « C'est du contrôle. C'est moi qui décide comment ça se termine. Pas eux. » Elle se tourna pour partir, mais pas avant de jeter un coup d'œil à la boîte aux lettres, où son nom avait été autrefois collé, puis arraché. Maintenant, son nom était sur les registres de propriété, gravé à l'encre indélébile. Alors qu'elle retournait à sa voiture,
une voisine jeta un coup d'œil à travers les rideaux, chuchotant à quelqu'un à l'intérieur. La rue regardait, et Léla savait que les chuchotements se transformeraient bientôt en tempête. À l'intérieur de la maison des Dawson, le chaos régnait. Janice se tenait dans la cuisine, le visage rouge, serrant l'avis d'expulsion, ses lettres noires et austères lui sautant aux yeux. 30 jours pour quitter les lieux, lisait-on, signé par Dawson Reclin Holdings. La vaisselle s'entrechoqua alors qu'elle claquait le papier sur le comptoir, sa voix montant en un cri strident. Mais pour qui se prend ce nouveau propriétaire? Nous mettre dehors comme si nous étions des ordures. Paul, son mari, était assis à table, la tête baissée, une tasse de café à moitié vide oubliée dans ses mains. Il n'avait pas parlé depuis l'arrivée de l'avis ce matin-là, livré par un coursier stoïque qui avait refusé de répondre aux questions de Janice. Leur fille Tammy, 16 ans, se tenait dans l'encadrement de la porte, son sac à dos sur l'épaule, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Maman, peut-être qu'on peut leur parler », s'aventura Tammy, d'une petite voix. « Il doit y avoir un moyen. »« Parler » s'emporta Janice en se tournant vers elle. « Tu crois que je vais supplier une entreprise sans visage? C'est notre maison. » Paul bougea, sa voix basse. « Ce n'est pas la nôtre, Janice. On a arrêté de payer il y a des mois. » Les yeux de Janice s'enflammèrent. « N'ose pas me rejeter la faute dessus. C'est toi qui as perdu ce contrat. » Tammy se mordit la lèvre, jetant un coup d'œil à son père. « Papa. » Le nom de la société. Dawson Reclin Holdings. Ça ne te dit rien? La tête de Paul se redressa brusquement, son visage pâlissant. Non. C'est une coïncidence. Vraiment? Insista Tammy, la voix tremblante. Et si c'était Léla? Janice rit, un rire sec et amer. Léla? Cette fille ne pourrait même pas se payer un ticket de bus, encore moins une maison. Elle doit mendier dans la rue quelque part. Les mains de Paul se resserrèrent sur la tasse, ses jointures blanches. Il ne répondit pas, mais la culpabilité dans ses yeux était indéniable. Il se souvenait de la nuit où ils avaient jeté Léla dehors, ses supplications résonnant à ses oreilles. Il était resté silencieux alors, et maintenant, le silence était suffocant. Ça ne peut pas être elle, marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Mais au fond de lui, une graine de doute germa, et avec elle, une onde brûlante. La nouvelle de l'ascension rapide d'Iron Road Design se répandit comme une traînée de poudre. Le dernier projet de Léla, un ensemble de duplex écologiques, lui avait valu un article dans le journal local, avec une photo d'elle se tenant fièrement devant un chantier de construction, son casque légèrement incliné, un plan à la main. Le titre disait « De SDF à constructrice, une jeune PDG redéfinit le design urbain ». Son ancienne professeure de lycée, Madame Carter, partagea l'article sur Facebook, ajoutant en légende « J'ai enseigné la géométrie à cette fille. Maintenant, elle construit l'avenir ». Le mot fier n'est pas assez fort. Tammy vit la publication en faisant défiler son téléphone à l'école. Elle resta bouche bée en cliquant sur le lien, lisant le parcours de Léla, de ses nuits derrière la bibliothèque à la création d'Iron Road Design. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Elle se précipita chez elle, faisant irruption dans le salon où Janice pliait du linge, son visage toujours tordu de ressentiment à cause de l'avis d'expulsion. « Maman, dit Tammy, tendant son téléphone. C'est Léla. C'est elle, la nouvelle propriétaire. Regarde. » Janice arracha le téléphone, ses yeux parcourant l'article. Son visage perdit ses couleurs. « Non, murmura-t-elle, puis plus fort. Impossible. C'est un mensonge. Elle fait ça pour m'humilier. » Tammy secoua la tête, sa voix pressante. « Non, maman. Elle a réussi. Elle a bâti une entreprise. Peut-être qu'elle reprend juste ce qui lui appartient. » Janice jeta le téléphone sur le canapé. Reprendre. Elle était un fardeau. Nous lui avons donné un toit. Et elle nous le rend comme ça. Les yeux de Tammy se plissèrent, une rare étincelle de défi s'allumant. C'est toi qui l'as mise à la porte, maman. À minuit. Sans rien. Peut-être que c'est sa façon de se défendre. Janice se figea, stupéfaite par les paroles de Tammy. Elle ouvrit la bouche pour argumenter. Mais la sonnette retentit. C'était Madame Ellis, une amie de l'église, l'expression sombre. Janice,
j'ai vu l'article sur Léla, dit Madame Ellis en entrant. Les gens parlent. Ils disent que tu l'as maltraitée. Moi. La voix de Janice s'éleva. C'est moi la victime ici. Elle nous expulse par vengeance. Madame Ellis haussa un sourcil. Vengeance? Ou justice? On ne peut pas jeter un enfant dehors et s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de conséquences. Le visage de Janice rougit, mais Madame Ellis ne recula pas. Le groupe de l'église en a parlé, Janice. Ils se souviennent de la façon dont tu la traitais. Il est peut-être temps d'assumer. Alors que Madame Ellis partait, Janice s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes. La communauté sur laquelle elle s'était appuyée pour obtenir de la sympathie se retournait contre elle, et le poids de leur jugement était écrasant. Le lendemain matin, Janice fit irruption dans le petit bureau d'Iron Road Design, son sac à main serré comme une arme. L'espace était modeste mais dynamique, des plans épinglés au mur, une maquette d'un centre communautaire exposé. Mia leva les yeux de son bureau, surprise. « Je peux vous aider ? Où est Léla ?» exigea Janice, sa voix résonnant. Léla sortit de l'arrière-salle, son blazer marine impeccable, son expression calme. « Janice, dit-elle d'un ton neutre. Que veux-tu ? » Les yeux de Janice s'enflammèrent. « Tu te crois meilleur que nous maintenant ? Acheter notre maison pour me le jeter à la figure ? Espèce d'ingrate. » Assieds-toi, interrompit Léla en désignant une chaise. Sa voix était stable, presque douce. Veux-tu un peu de thé ? Janice cligna des yeux, décontenancée par l'offre. Du thé ? Je suis ici pour te dire que c'est bas, Léla. Très bas. Léla versa 2 tasses d'une bouilloire, en faisant glisser une sur le bureau. La maison était en saisie. Je l'ai achetée légalement. Vous avez eu des années pour payer l'hypothèque, Janice. Je vous ai donné 30 jours pour déménager. Plus que ce que tu m'as donné. Le visage de Janice se tordit. Tu nous devais bien ça. On t'a nourri, habillé. Tu m'as jeté dehors avec un sac à dos et un cri, coupe à Léla, sa voix toujours calme mais tranchante. J'avais 18 ans, Janice. J'ai dormi derrière une bibliothèque. Mais je n'ai pas craqué. J'ai construit ça. Elle désigna le bureau, les plans, la vie qu'elle s'était créée. Tu m'as jeté. J'ai transformé ça en Iron Root. Maintenant, je ne fais que récupérer ce que tu as jeté. Les lèvres de Janice tremblèrent, sa colère s'effritant pour laisser place à quelque chose de brut. De la honte, peut-être, ou de la peur. Tu es sans cœur, murmura-t-elle, mais les mots manquaient de conviction. Léla se pencha en avant, son regard se fixant sur celui de Janice. Je ne suis pas sans cœur. Je suis guéri. Tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire maintenant. Janice se leva, des larmes coulant sur son visage, et sortit en trombe, la porte claquant derrière elle. Mia, qui avait observé en silence, laissa échapper un léger sifflement. Patronne, c'était. Waouh. Ça va ? Léla expira, sa main stable alors qu'elle sirotait son thé. J'attends ce moment depuis des années. Ça va. Janice ne perdit pas de temps. Elle appela un journaliste local, inventant une histoire de fille vengeresse, expulsant sa famille par dépit. L'histoire parut sur un petit site d'information, dépeignant Léla comme une magnate au cœur de pierre. Mais la communauté n'y crut pas. Les réseaux sociaux s'enflammèrent de souvenirs des difficultés de Léla, des camarades de classe se rappelant ses vêtements élimés, des enseignants notant sa faim, des voisins chuchotant à propos de cette expulsion de minuit. Un post viral sur X, anciennement Twitter, résuma la situation, le karma porte des plans d'architecte maintenant. Léla Dawson. Léla était assise dans son bureau, faisant défiler les commentaires. Mia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Il te traite de légende, Léla. Tu vois ça ? Léla sourit légèrement. Je le vois. Mais je ne suis pas ici pour les applaudissements. Alors pourquoi ne pas riposter ? Demanda Mia. Janice est en train de mentir. Léla secoua la tête. Laisse-la parler. La vérité n'a pas besoin d'un mégaphone, elle se construit sa propre scène. Cette nuit-là, Léla travailla tard, dessinant les plans d'un nouveau projet, un refuge pour jeunes femmes menacées d'expulsion. Elle n'avait pas besoin de crier son histoire. Son travail parlait plus fort. Alors qu'elle dessinait, son téléphone vibra.
Un SMS d'Élise, sa mentor. Tu ne construis pas seulement des maisons, Léla. Tu construis l'histoire. Continue. Léla posa le téléphone, ses yeux sur le plan. La polémique pouvait faire rage, mais elle allait déjà de l'avant, son stylo traçant des lignes qui survivraient au bruit. Léla Dawson se tenait dans une salle de réunion de la mairie, son blazer marine impeccable se détachant sur l'écran d'un projecteur affichant son dernier plan, un ensemble de logements de transition pour femmes déplacées. La salle bourdonnait de fonctionnaires, de promoteurs et de leaders communautaires, leurs yeux fixés sur elle. À 22 ans, elle était la plus jeune personne présente, mais sa présence commandait l'attention. Iron Root Design n'était plus une start-up naissante. C'était un nom synonyme d'innovation et de résilience. Madame Dawson, dit la conseillère municipale Rivera en se penchant en avant, votre proposition pour ces logements est ambitieuse. Comment comptez-vous la financer? La voix de Léla était stable, son regard inébranlable. Nous avons obtenu des investisseurs privés et des subventions pour des projets urbains durables. Le bilan d'Iron Root, 6 duplex et une rénovation historique, montre que nous tenons nos promesses. Ces logements ne sont pas seulement des bâtiments, ce sont des bouées de sauvetage pour des femmes qui ont tout perdu. La salle hocha la tête, impressionnée. À la fin de la réunion, Élise Martin, la mentor de Léla, la prit à part dans le couloir, les yeux brillants de fierté. Tu as maîtrisé cette salle, Léla. Mais les rumeurs s'intensifient dehors. Janice continue de raconter son histoire. Léla ajusta son porte-document, son expression calme. Laisse-les parler, Élise. Je ne construis pas pour les applaudissements, je construis pour l'impact. Élise gloussa, posant une main sur l'épaule de Léla. C'est bien ma fille. Mais tu as nommé ta nouvelle société Dawson Reclin Holdings, société de recouvrement Dawson. C'est une déclaration. Tu es sûre d'être prête pour les retombées? Les lèvres de Léla esquissèrent un léger sourire. Je suis prête depuis la nuit où ils m'ont jeté dehors. De retour au studio d'Iron Root, Léla et son assistante Mia examinaient des contrats. L'expulsion de sa famille était imminente. Et les rumeurs sur l'achat de la maison se propageaient. Mia faisait défiler son téléphone, les yeux écarquillés. Léla. Les gens parlent de toi sur X. Ils t'appellent la force tranquille. Tu vois ça? Léla jeta un coup d'œil à l'écran, où un post disait « Elle a acheté la maison d'où sa famille l'a expulsée ». Ce n'est pas de la vengeance, c'est du pouvoir. Léla Dawson. Elle haussa les épaules. Je n'ai pas besoin de leurs acclamations. J'ai besoin que ce refuge soit construit. Ce soir-là, Léla remplit les papiers pour Dawson Reclin Holdings, la société qui possédait désormais sa maison d'enfance. Le nom était délibéré, un clin d'œil à son passé, une déclaration de son avenir. Elle n'effaçait pas sa douleur, elle la réutilisait. Alors qu'elle signait le document final, son stylo s'arrêta, et elle murmura pour elle-même, « Ceci est pour chaque fille à qui on a dit qu'elle n'était rien. » Le jour de l'expulsion se leva, gris et lourd, l'air chargé de la menace de la pluie. Devant la maison des Dawson, un camion de déménagement tournait au ralenti, son équipe chargeant des cartons sous la supervision furieuse de Janice. Elle se tenait sur le porche, les cheveux en désordre, la voix sèche alors qu'elle aboyait des ordres. Attention avec cette lampe. Elle vaut plus que ce que tu gagnes en une semaine. Paul se tenait près de la boîte aux lettres, les épaules affaissées, fixant le sol. Tammy, sa fille, emballait en silence, ses mouvements délibérés. La maison était un désordre de cartons à moitié remplis, de souvenirs éparpillés comme des débris. L'avis d'expulsion leur avait donné 30 jours, mais Janice avait passé la plupart de ce temps à rager, pas à emballer. Tammy s'arrêta, tenant un cadre photo d'elle et Léla enfant, souriant à une fête foraine. « Papa, dit-elle doucement en s'approchant de lui. Tu savais que Léla a payé les déménageurs? » La tête de Paul se redressa brusquement, ses yeux hantés. Elle. Quoi? L'équipe. Ils ont dit que la facture avait été réglée par la nouvelle propriétaire. La voix de Tammy trembla. C'est elle, n'est-ce pas? Elle n'est même pas là, mais elle aide quand même. La mâchoire de Paul se serra, sa voix à peine audible. Je l'ai laissé tomber, Tammy. Je suis resté là et j'ai laissé Janice la mettre dehors. Je ne mérite pas son aide. Les yeux de Tammy s'emplirent de larmes. Peut-être qu'elle ne le fait pas pour toi. Peut-être qu'elle le fait pour moi. À l'intérieur, Janice entendit,
son visage se tordant. N'ose pas la défendre. Elle nous humilie. Tammy se retourna brusquement, sa voix s'élevant. Non, maman. C'est toi qui l'as humiliée. Tu l'as jetée comme une ordure, et maintenant c'est elle qui mène la danse. Peut-être que c'est nous qui avons tout gâché. Janice se figea, stupéfaite par la défiance de Tammy. Avant qu'elle ne puisse répondre, un déménageur lui tendit une enveloppe. De la part de la propriétaire, dit-il en s'éloignant. Janice l'ouvrit, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un formulaire de demande de bourse pour Tammy, avec un post-it écrit de la main soignée de Léla, « Tu as encore un avenir ». Janice laissa tomber l'enveloppe, le visage pâle. Tammy la ramassa, la serrant contre sa poitrine. Alors que le dernier carton était chargé, Paul jeta un dernier regard à la maison. « Je suis désolé, Léla » murmura-t-il, les mots emportés par le vent. Au crépuscule, la maison était vide, et Léla tenait les clés d'un passé qu'elle était prête à redéfinir. Léla n'emménagea pas dans la maison. Au lieu de cela, elle se tint dans son salon vide, les murs nus, l'air lourd de souvenirs. L'escalier où elle avait pleuré adolescente se dressait dans un coin, témoin silencieux de sa douleur. Elle passa la main sur sa rampe usée, le cœur lourd mais résolu. Cette maison ne serait plus un lieu de rejet, ce serait un sanctuaire. Elle retrouva Élise sur la propriété le lendemain, les plans étalés sur une table pliante. Le centre Dawson, dit Léla en montrant les plans. Abri temporaire, formation professionnelle, conseil pour les jeunes femmes confrontées à l'expulsion ou au rejet familial. On a tout prévu sauf l'escalier. Élise haussa un sourcil. Tu gardes l'escalier comme un rappel. Léla hocha la tête. La douleur ne disparaît pas. Elle enseigne. Cet endroit apprendra aux autres qu'ils valent plus que leur pire journée. Élise sourit, sa voix chaleureuse. Tu ne te contentes pas de reconstruire une maison, Léla. Tu reconstruis l'espoir. La construction commença la semaine suivante. Léla supervisait chaque détail, des nouvelles fenêtres à la cuisine communautaire. Un soir, alors que les ouvriers posaient les cloisons sèches, elle organisa une cérémonie de bénédiction privée dans le salon. Pas de caméra, juste elle et une petite bougie. Elle l'alluma et murmura, « Ceci est pour nous, celles qui ont survécu. » La flamme vacilla, projetant des ombres sur l'escalier, et pour la première fois, la maison lui parut sienne, non pas parce qu'elle la possédait, mais parce qu'elle lui avait donné un but. Mia, qui était passée avec du café, regardait depuis l'embrasure de la porte. « Tu transformes les cicatrices en étoiles, patronne, dit-elle, la voix douce. Léla sourit légèrement. Les étoiles éclairent le chemin. C'est à ça que sert cet endroit. Tammy était assise à son bureau dans l'appartement exigu où sa famille avait emménagé, le formulaire de demande de bourse de Léla étalé devant elle. Les mots qu'elle avait écrits dans sa rédaction la fixaient. Avant, je te pensais faible. Maintenant, je réalise que la force, c'est de se tenir seule avec grâce. Elle y avait mis tout son cœur, admettant son rôle dans la douleur de Léla, son regret d'être restée silencieuse. Le soumettre était comme une confession. Et une chance. Elle trouva Léla au centre Dawson, où elle inspectait un nouveau revêtement de sol. Tammy hésita, puis s'avança, le formulaire à la main. Léla, dit-elle, la voix tremblante. J'ai écrit la rédaction. Je veux postuler. Léla leva les yeux, son expression s'adoucissant. Tu l'as fait. Tammy hocha la tête, les yeux baissés. Je me suis trompé sur toi. J'étais une enfant, mais ce n'est pas une excuse. J'ai vu comment maman te traitait, et je ne l'ai pas arrêté. Je suis désolé. Léla posa son presse-papier, son regard stable. Tammy, je ne te déteste pas. Tu étais prise au milieu. Mais ça, dit-elle en tapotant le formulaire, c'est toi qui choisis ton propre chemin. Je suis fier de toi pour ça. Les yeux de Tammy s'embuèrent. Est-ce que je peux travailler ici? Chez Iron Root? Je commencerai n'importe où. Au courrier, n'importe quoi. Léla sourit, une chaleur rare dans ses yeux. Tu commences en bas de l'échelle, comme moi. Mais tu graviras les échelons par ton mérite. Marché conclu. Marché conclu, dit Tammy, une larme glissant sur sa joue. Léla approuva la bourse ce soir-là, et Tammy s'inscrivit en école de commerce. Elle commença chez Iron Root la semaine suivante, triant le courrier et apprenant les ficelles du métier,
déterminée à faire ses preuves, non pas auprès de Janice, mais auprès de la sœur qu'elle avait autrefois laissé tomber. Les informations locales annoncèrent la nouvelle, une ancienne sans-abri achète la maison d'où elle a été expulsée et la transforme en refuge. Le clip, montrant Léla marchant à travers le centre Dawson, devint viral, amassant 12 millions de vues sur YouTube. Des créateurs réagirent, leurs vidéos légendaient avec admiration, elle n'a pas détruit ses ennemis. Elle les a dépassés. Les commentaires affluèrent, qualifiant Léla de symbole de résilience, de phare pour les opprimés. Au studio d'Iron Root, Mia passait le clip en boucle sur son ordinateur portable, souriant. Léla, tu es une icône, putain. Regarde ces commentaires, reine des retours en force, plan et badassitude. Tu dois être sur un nuage. Léla se pencha en arrière dans sa chaise, les yeux sur l'écran. Ce n'est pas une question de hype, Mia. C'est une question de portée. Chaque vue signifie que quelqu'un d'autre pourrait trouver le centre Dawson. Mia pencha la tête. Tu ne t'arrêtes jamais, n'est-ce pas? La plupart des gens feraient la fête. Léla gloussa. Je ferai la fête quand chaque fille comme moi aura un endroit où atterrir. Les offres affluèrent. Partenariats, dons, conférences. Léla les canalisa pour étendre le centre Dawson à 3 nouvelles villes. Un soir, elle rencontra Deshaun Brigg, l'investisseur qui lui avait donné sa première grande chance. Autour d'un café, il étudia ses plans. Son air bourru était adouci par le respect. Tu ne te contentes pas de construire des refuges, gamine, dit Deshaun en tapotant le plan. Tu construis un mouvement. Mais tu portes beaucoup de choses. Tu as déjà pensé à ralentir? Léla secoua la tête, sa voix ferme. Pas avant que chaque porte qui m'a été claquée au nez ne devienne une porte que je tiens ouverte pour quelqu'un d'autre. Deshaun hocha la tête, un rare sourire perçant. C'est pour ça que j'ai parié sur toi. Continue de tout bousculer. Alors que Léla quittait la réunion, son téléphone vibra avec une notification. Un autre million de vues sur le clip viral. Elle ne le regarda pas. Au lieu de cela, elle se rendit au centre Dawson, où les premières résidentes arriveraient bientôt. Debout sur le porche, elle regarda l'escalier à l'intérieur, ses marches usaient un rappel de son passé, et une promesse de son avenir. Janice Dawson était assise seule dans le studio exigu où sa famille avait emménagé après l'expulsion, le bourdonnement d'un néon vacillant pour seule compagnie. Les murs étaient fins, la moquette tachée, et l'air lourd du poids de ses choix. Son téléphone, à l'écran fissuré suite à un accès de rage, reposait sur la table basse, ouvert sur la conférence tête de Léla, de sans-abri à bâtisseuse. La vidéo avait 8 millions de vues, et Janice l'avait regardée 3 fois, chaque visionnage resserrant le nœud dans sa poitrine. La voix de Léla emplit la pièce, calme et autoritaire. Parfois, la famille vous blesse si profondément que la guérison devient votre seule forme de vengeance, disait-elle, ces mots transperçant les défenses de Janice. Léla ne la nomma jamais, mais l'omission était plus forte que n'importe quelle accusation. Janice éteignit le téléphone, les mains tremblantes. Pour une fois, il n'y avait personne à blâmer, personne à appeler, personne à convaincre. Ses amis de l'église avaient cessé de répondre à ses SMS, leur silence un jugement auquel elle ne pouvait échapper. Elle se leva et son reflet fut capturé dans un miroir maculé. J'ai fait ce que je devais faire, marmonna-t-elle, comme pour se convaincre, mais les mots sonnaient creux. Elle avait jeté Léla dehors à 18 ans, l'avait qualifiée de fardeau, et maintenant Léla était un nom sur les panneaux d'affichage, tandis que Janice n'était qu'une note de bas de page dans sa propre histoire. Elle s'effondra sur le canapé, le poids de son isolement plus lourd que la vie d'expulsion. La porte grinça et Tammy entra, son sac à dos sur l'épaule. « Maman, ça va ?» demanda-t-elle, la voix prudente. La tête de Janice se redressa, son ton sec. « Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu es de son côté maintenant, n'est-ce pas ?» Les yeux de Tammy se plissèrent, une étincelle de défi s'allumant. « Il ne s'agit pas de prendre parti, maman. Léla est en train de construire quelque chose de réel. Tu aurais pu en faire partie. Mais tu l'as repoussé. » Les lèvres de Janice s'entr'ouvrirent. Mais aucun mot ne sortit. Tammy laissa tomber son sac et quitta la pièce, laissant Janice seule avec l'écho de la voix de Léla de la conférence TED, tournant en boucle dans son esprit comme un fantôme qu'elle ne pouvait chasser. Le centre Dawson bourdonnait d'activité, ses murs fraîchement peints brillant sous de nouvelles lumières. De jeunes femmes emménageaient, leurs voix se mêlant au bruit des marteaux alors que des bénévoles terminaient les rénovations.
Léla se tenait dans la salle commune, examinant les plannings avec Mia, quand une ombre apparut à la porte. Elle leva les yeux pour voir Paul, son père, les mains enfoncées dans ses poches, son visage gravé de regret. « Léla, dit-il, la voix rauque. On peut parler ?» Mia jeta un coup d'œil à Léla, qui hocha la tête. « Donne-nous une minute, Mia. » Alors que Mia sortait, Léla fit face à Paul, son expression gardée mais pas froide. « Qu'est-ce que tu veux, papa ?» Paul se dandina, les yeux fixés sur le sol. « Je n'attends pas de pardon. Je devais juste te voir. Pour te dire que je suis désolé. » La mâchoire de Léla se serra, les souvenirs de cette expulsion de minuit lui revenant en mémoire. « Désolé, il ne change pas le passé, dit-elle, la voix stable. Tu es resté là pendant que Janice me jetait dehors. Tu n'as pas dit un mot. » Les épaules de Paul s'affaissèrent. « Je sais. J'ai été faible. Je l'ai laissé mener la danse parce que c'était plus facile que de se battre. Mais je te vois maintenant, Léla. Ce que tu as construit. » Il désigna la pièce, les plans sur la table. « Je suis fier, même si je ne le mérite pas. » Léla l'étudia, son cœur partagé entre la colère et quelque chose de plus doux. « Je ne suis plus en colère, dit-elle finalement. J'avais besoin d'espace pour construire la pièce que tu ne m'as pas donnée. Mais je ne suis pas ici pour te fermer la porte. » Les yeux de Paul rencontrèrent les siens, brillants. « Est-ce que je peux aider ? Avec cet endroit ? Je suis doué avec un marteau. Je n'attends rien, juste. Laisse-moi faire quelque chose de bien pour une fois. » Léla hésita, puis hocha la tête. « Commence par le mur du fond. Il a besoin d'être peint. On verra où ça nous mène. » Ils travaillèrent en silence cet après-midi-là, Paul passant le rouleau sur les cloisons sèches, Léla organisant les fournitures à proximité. Pas de grande réconciliation, pas d'étreinte larmoyante, juste deux personnes partageant un espace, reconstruisant quelque chose qu'aucun ne pouvait nommer. Alors que Paul trempait son rouleau, il la regarda. « Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été, » dit-il doucement. Léla ne répondit pas, mais sa prise sur un presse-papier se resserra. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début. Léla était assise dans un studio d'enregistrement, un microphone devant elle, l'animatrice du podcast Partir de rien se penchant avec impatience. L'épisode, intitulé De sans-abri à bâtisseuse, était diffusé en direct à des milliers de personnes, son chat bourdonnant d'anticipation. Le blazer marine de Léla avait disparu, remplacé par un simple pull, ses cheveux tirés en arrière, ses yeux brillants de détermination. « Léla, » commença l'animatrice, « Sarah, ton histoire est devenue virale, sans abri à 18 ans, maintenant PDG transformant des vies. Comment portes-tu cette douleur sans la laisser te définir ?» Léla se pencha en avant, sa voix mesurée mais puissante. « La douleur est une enseignante, pas une cage. Ma famille, ma belle-mère, m'a jeté dehors, m'a traité de moins que rien. J'aurais pu les croire. Au lieu de cela, j'ai bâti Iron Root Design, puis le centre Dawson. Non pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour me prouver que j'avais raison. » Sarah hocha la tête, les yeux écarquillés. « Tu parles de traumatisme générationnel dans ta conférence TED. Peux-tu développer ?» Léla marqua une pause, choisissant ses mots. « Certaines familles transmettent de l'amour, d'autres transmettent des blessures. La mienne m'a donné les deux. J'ai pris les blessures et j'en ai construit un abri. Le centre Dawson est pour chaque fille à qui on a dit qu'elle n'était pas assez. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de briser les cycles avec grâce. » Le chat explosa. « Reine. C'est pour ça qu'elle est une icône. » L'épisode devint le plus écouté du podcast, téléchargé par des millions. Les contrats d'Iron Root explosèrent, écoles, hôpitaux, administration municipale, tous voulaient la vision de Léla. Après l'enregistrement, Sarah l'a pris à part. « Tu n'as pas seulement partagé une histoire, Léla. Tu as lancé un mouvement. » Léla sourit légèrement. « Bien. C'est le but. » De retour au bureau, Mia passait l'épisode en boucle, dansant sur la musique d'intro. « Léla, tu es de nouveau en tendance. Podcast numéro 1 du pays. Tu vas fêter ça ou quoi ?» Léla rit, triant des plans. « Fêter ça en signant ce contrat d'hôpital. C'est ça ma fête. » Mia sourit. « Tu es impossible, mais c'est pour ça que tu es la patronne.
Le centre Dawson accueillit ses premières résidentes, de jeunes femmes portant des sacs et des histoires plus lourdes que leurs bagages. Léla parcourait les couloirs, vérifiant les chambres, son cœur se gonflant à la vue des lits faits, des étagères remplies de livres et d'une cuisine où résonnaient les rires. Une résidente, Maya, une jeune de 19 ans au sourire timide et passionnée de mathématiques, attira l'attention de Léla. Elle avait été expulsée par sa tante et avait trouvé le centre Dawson grâce à un poste viral. Léla trouva Maya dans la salle d'études, esquissant des formes géométriques. « C'est bien, ça », dit Léla en hochant la tête vers le papier. « Tu aimes le design ?» Maya rougit, glissant une tresse derrière son oreille. « Un peu. J'aime la façon dont les chiffres donnent un sens aux choses. Les bâtiments aussi, je suppose. » Léla s'assit à côté d'elle. « J'ai commencé comme ça, en dessinant pour donner un sens au chaos. Tu as déjà pensé à l'ingénierie ?» Les yeux de Maya s'écarquillèrent. « Moi ? Je ne sais pas. J'essaie juste de survivre. » Léla sourit, lui tendant un prospectus pour une bourse en génie civil. « Tu ne fais pas que survivre, Maya. Tu construis. Commence par ça. » Quelques semaines plus tard, Maya soumit sa candidature, sa rédaction brute et honnête. « Le centre Dawson m'a donné un lit, mais Léla m'a donné un rêve. » Léla la lut tard dans la nuit, les larmes lui piquant les yeux. Elle approuva la bourse, et Maya s'inscrivit à l'université, son premier pas vers un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. Un soir, alors que Maya préparait ses affaires pour son dortoir, Léla passa la voir. « C'est pour des gens comme toi que j'ai construit ça, » dit Léla, la voix douce. « Tu es la preuve que ça marche. » Maya secoua la tête, les yeux brillants. « Non, Léla. Tu as construit ça parce que quelqu'un a essayé de te détruire. Je ne fais que suivre ton plan. » Léla la serra dans ses bras, le moment silencieux mais profond. Le centre Dawson n'était pas seulement un refuge, c'était une graine, plantée dans la douleur, qui s'épanouissait maintenant en possibilités. Léla Dawson entra dans la friperie encombrée, l'air chargé de l'odeur de moisi des trésors de seconde main. Elle était là pour trouver des meubles pour le centre Dawson, son refuge pour jeunes femmes confrontées à l'expulsion ou au rejet. Le centre prospérait, ses chambres remplies d'espoir, mais Léla voulait des pièces qui semblaient personnelles, pas stériles. Alors qu'elle naviguait entre les allées de tasses ébréchées et de lampes délavées, son regard fut attiré par une vision familière, sa vieille commode, sa finition en chêne rayé mais reconnaissable. C'était celle de sa chambre d'enfant, celle contre laquelle elle s'était appuyée en pleurant, la nuit où Janice l'avait mise à la porte. Elle se figea, les souvenirs l'envahissant, faire son sac à dos sous les cris de Janice, le silence de son père, la lumière du porche s'éteignant. Ses doigts tracèrent le bord de la commode, le bois frais sous son contact. « Tu es toujours là » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Le vendeur, un homme dégingandé nommé Eddie, remarqua sa pose. « Celle-là, c'est une affaire, 40 $, dit-il en s'essuyant les mains sur un tablier. Elle est là depuis un moment. Vous la voulez ? » Léla hocha la tête, la gorge serrée. « Oui. » Elle rentre à la maison avec moi. Eddie haussa un sourcil, sentant son émotion. Elle a une histoire, hein ? Ces trucs en ont toujours. Léla sourit légèrement. Celle-ci est la mienne. Elle m'appartenait. Il y a longtemps. Eddie siffla, impressionné. Sans blague ? C'est ce qu'on appelle boucler la boucle. Vous voulez que je l'emballe ? Pas la peine, dit Léla. Aidez-moi juste à la charger. De retour au centre Dawson, Léla plaça la commode dans la même pièce qu'elle avait autrefois occupée, maintenant transformée en une chambre confortable pour les résidentes. Elle ajouta une lampe et une pile de livres, créant un espace qui rayonnait de chaleur. Prenant du recul, elle murmura « Tu as réussi ». La commode, autrefois symbole de rejet, se trouvait maintenant dans un lieu de guérison, une victoire silencieuse. Ce soir-là, Mia, son assistante, passa et remarqua la commode. « Patronne, elle est magnifique. Où l'as-tu trouvée ?» Léla hésita puis dit « C'est la mienne. De quand j'étais enfant. Je l'ai trouvée dans une friperie aujourd'hui. » Les yeux de Mia s'écarquillèrent. « Attends, ta commode ? De la maison ? C'est poétique. » Léla gloussa doucement. Poétique, c'est une façon de voir les choses. C'est un rappel, d'où je viens, et où je vais. Mia sourit. Tu transformes la douleur en meuble maintenant.
c'est le niveau supérieur. Léla secoua la tête, ses yeux sur la commode. Pas seulement des meubles. Une fondation. Le premier événement communautaire du centre Dawson fut une affaire animée, avec des ballons flottants dans la brise et des tables chargées de nourriture. Résidentes, bénévoles et dirigeants locaux se mêlaient dans la cour, la musique bourdonnant tandis que les enfants jouaient à proximité. Léla se tenait près de l'entrée, saluant les invités, son blazer marine troqué contre une simple robe verte qui la rendait accessible mais imposante. L'événement célébrait le premier mois du centre, mais il était sur le point de devenir quelque chose de plus. Tammy, la demi-sœur de Léla, maintenant stagiaire chez Iron Root Design, s'approcha de la scène improvisée, ses mains tremblant alors qu'elle saisissait un microphone. La foule se tut, sentant le poids du moment. Les yeux de Tammy trouvèrent ceux de Léla, et elle prit une profonde inspiration. « Je suis Tammy Dawson », commença-t-elle, sa voix tremblante mais claire. « La plupart d'entre vous connaissent ma sœur, Léla, comme la femme qui a construit cet endroit. Mais je dois vous dire qui elle est pour moi. » La foule se pencha, les téléphones levés, enregistrant. La voix de Tammy se stabilisa. « Quand j'étais enfant, j'ai vu ma famille. Ma mère, mon père. Traiter Léla comme si elle n'avait pas sa place. Je ne les ai pas arrêtés. Je faisais partie du problème. Elle a été mise à la porte à 18 ans, et je suis resté là. Mais aujourd'hui, je suis ici parce qu'elle n'a pas renoncé à elle-même, ni à moi. » Les yeux de Léla brillèrent, mais elle resta immobile, son expression illisible. Tammy continua, la voix brisée, « Léla m'a donné une bourse, un travail, une chance. Je suis désolé, Léla, de ne pas t'avoir défendu à l'époque. Je me tiens debout maintenant, grâce à toi. » La foule éclata en applaudissements, certains essuyant des larmes. Léla monta sur scène, ses mouvements délibérés. Elle serra Tammy dans ses bras, murmurant « On va de l'avant, non pas à cause du passé, mais malgré lui. » Le moment devint viral, la vidéo légendée, le pardon en temps réel. Les commentaires affluèrent, voilà à quoi ressemble la guérison. Léla est une légende, mais le courage de Tammy est réel. En coulisses, Mia attrapa le bras de Léla, souriant. C'était brut, patronne. Internet est en délire. Léla hocha la tête, la voix douce. Il ne s'agit pas d'Internet. Il s'agit d'elle, qui trouve son chemin. Tammy les rejoignit, le visage rouge. Est-ce que ça allait? Léla sourit, lui pressant l'épaule. C'était plus que bien. Tu as répondu présente. Léla était assise en face de la conseillère Rivera dans un bureau élégant de la mairie. Les plans du projet Phoenix l'étaient étalés entre elles. L'initiative, 80 logements pour mères célibataires déplacées, avec des jardins communautaires, des garderies et des centres d'apprentissage numérique, était le projet le plus audacieux de Léla à ce jour. Nommé d'après sa propre renaissance, c'était un témoignage de sa vision, non seulement construire des maisons, mais reconstruire des vies. Rivera étudia les plans, ses lunettes perchées sur son nez. C'est ambitieux, Léla. 80 unités, technologie verte, orientation communautaire, ça change la donne. Mais le budget est serré. Comment comptes-tu y arriver? Léla se pencha en avant, la voix confiante. Nous avons des subventions alignées, et les bénéfices d'Iron Root y sont réinvestis. J'ai réduit les coûts avec des conceptions modulaires sans sacrifier la qualité. Ces femmes méritent plus qu'un toit. Elles méritent un avenir. Rivera hocha la tête, impressionné. Vous n'êtes pas seulement une conceptrice. Vous êtes une stratège. Cela pourrait redéfinir le logement urbain. Léla sourit légèrement. C'est le plan. Alors qu'elle se serrait la main, Rivera ajouta, la ville vous observe, Léla. Et le monde aussi. Votre histoire inspire les gens. L'expression de Léla s'adoucit. Je ne suis pas ici pour inspirer. Je suis ici pour construire. De retour au centre Dawson, les mises à jour de la construction affluaient. Léla visita le site avec Deshaun Brigg, l'investisseur qui lui avait donné sa première chance. Il examina les plans, sa voix bourrue chaleureuse de respect. Tu déplaces des montagnes, gamine. Ce projet Phoenix, c'est plus grand que toi. Léla secoua la tête, les yeux vers l'horizon. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'elle, les mères, les enfants, les avenirs que nous sauvons. Deshaun gloussa. Tu ne t'arrêtes jamais, n'est-ce pas? La plupart des gens se prélasseraient dans la gloire alors qu'il est.
Les lèvres de Léla se contractèrent. La gloire s'estompe. Les bâtiments durent. Quelque part dans l'ombre, Janice regardait un reportage sur le projet Phénix sur son téléphone, son visage un mélange de ressentiment et d'admiration. Léla n'était pas seulement réussie. Elle était importante. La prise de conscience la piqua, mais Janice ne put détourner le regard. Léla était assise à son bureau au studio d'Iron Root, le silence de la nuit n'étant rompu que par le bourdonnement de son ordinateur portable. Une pile de courriers attendait, principalement des contrats et des notes de remerciement des résidentes du centre Dawson. Mais une enveloppe se distinguait, manuscrite, sans adresse de retour. Elle l'ouvrit, son souffle se coupant en lisant les mots griffonnés. « Léla, je t'ai laissé tomber. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. J'espère que ton cœur restera bon, même si le mien ne l'a jamais été. Janice. » Les doigts de Léla tracèrent l'encre, son cœur un enchevêtrement d'émotions. Elle se souvint des cris, de la porte claquée, de la ruelle froide derrière la bibliothèque. Mais elle se souvint aussi de la bourse qu'elle avait donnée à Tammy, du refuge qu'elle avait construit, de la vie qu'elle s'était appropriée. Les excuses de Janice n'étaient pas un pont, c'était un fantôme. Mia passa la tête, remarquant la lettre. « Tout va bien, patronne ?» Léla plia la note, la glissant dans son tiroir. « Oui, juste. En train de fermer une porte. » Mia pencha la tête, curieuse. « De qui ?»« De quelqu'un qui apprend ce que sont les regrets, » dit doucement Léla. « Mais ce n'est pas mon travail de la réparer. » Mia hocha la tête, comprenant. « Tu laisses tomber, n'est-ce pas ?» Les yeux de Léla rencontrèrent les siens, résolus. « Je ne laisse pas tomber. Je vais de l'avant. » Elle ne répondit pas à la lettre. Le pardon n'était pas une lettre en retour, c'était la paix qu'elle avait construite pour elle-même. Elle ferma le tiroir et retourna à ses plans, son stylo se déplaçant avec détermination. Certaines excuses étaient destinées à rester sans réponse, et celle-ci resterait dans l'ombre, là où était sa place. L'auditorium était bondé, l'air électrique d'anticipation alors que Léla se tenait en coulisses, son costume marine taillé à la perfection. Elle avait été nommée visionnaire urbaine de l'année par l'Association nationale de développement urbain, un honneur qui avait attiré des dirigeants, des militants et des médias de tout le pays. Le centre Dawson et le projet Phénix avaient fait d'elle un nom familier, son histoire un phare de résilience. Alors que le présentateur l'appelait, Léla monta sur scène, le projecteur chaud sur son visage. La foule se leva pour une ovation debout, leurs applaudissements tonitruants. Elle prit la parole au pupitre, sa voix stable mais résonnante. « Ce prix n'est pas pour moi, commença-t-elle. Il est pour chaque fille à qui on a dit qu'elle était jetable. Vous n'êtes pas des ordures. Vous êtes une fondation. Et un jour, c'est vous qui signerez le bail, pas qui supplierez pour un espace. » La salle éclata de nouveau, les flashs crépitants. Les paroles de Léla se répandirent sur les réseaux sociaux, citées dans les salles de classe et les refuges du monde entier. En coulisses, Élise Martin la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu viens de parler à une génération, Léla. » Léla sourit, la voix douce. « J'ai parlé à la fille de 18 ans que j'étais. C'est suffisant. » À la réception, Deshaun Briggs s'approcha, un verre d'eau pétillante à la main. « Tu nous fais tous passer pour des nuls, gamine, » la taquina Théil. « Ce prix n'est qu'un début. Quelle est la suite ?» Les yeux de Léla brillèrent. Plus de centres. Plus de maisons. Plus de chances pour les gens de se reconstruire. Deshaun leva son verre. Aux fondations, alors. Les tiennes et les leurs. Alors que Léla se mêlait aux invités, un jeune journaliste la prit à part. Madame Dawson, votre histoire inspire des millions de personnes. Qu'est-ce que ça fait d'être une héroïne? Léla secoua la tête. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une bâtisseuse. Les héros sauvent la situation. Les bâtisseurs s'assurent qu'il y ait un lendemain. La vidéo YouTube s'ouvrit sur des images de drones du centre Dawson. Sa façade de briques brillait sous le soleil matinal. Des enfants riaient dans la cour, leurs voix se mêlant au bruit de la construction alors que le projet Phénix prenait forme à proximité. À l'intérieur, de jeunes femmes étudiaient dans la bibliothèque, leurs visages illuminés de détermination. Les plans de Léla étaient posés sur une table, sa main ferme esquissant de nouveaux rêves. La caméra s'attarda sur Léla, debout sur le porche de sa maison d'enfance, maintenant un sanctuaire. Son expression était calme,
ses yeux reflétant une paix durement gagnée. La voix off, profonde et résonnante, comment ça, elle a été jetée comme une ordure, on lui a dit qu'elle n'était rien. Mais Leila Dawson est revenue, non pas avec colère, mais avec l'architecture. Elle a construit des foyers, de l'espoir et un héritage. Et à la fin, elle a signé les papiers d'expulsion avec un stylo plein de détermination. L'écran s'estompa au noir, un carton de titre apparaissant, construisez la vie qu'il disait que vous ne méritiez pas. La vidéo, mise en ligne par une chaîne d'information locale, a atteint 20 millions de vues. Ses commentaires se remplirent d'admiration, voilà à quoi ressemble la victoire. Leila ne s'est pas seulement élevée, elle a reconstruit le monde. Au centre Dawson, Leila regarda le clip avec Mia et Tammy, son expression inchangée. C'est magnifique, dit Tammy, la voix douce. Ça te va, toute cette attention? Leila haussa les épaules, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'elle. Elle désigna du menton les résidentes se déplaçant dans le centre, leur rire résonnant. Mia sourit, lui donnant un coup de coude. Tu as le droit d'être fière, tu sais. Le regard de Leila se posa sur l'escalier, celui qu'elle avait gardé en souvenir de sa douleur. Je le suis, dit-elle doucement. Pas de la vidéo. De ça. Alors que le soleil se couchait, Leila se tenait seule sur le porche, la clé du centre dans sa poche. Elle n'était plus la fille qui avait été jetée dehors. Elle était la femme qui avait construit un chemin de retour, non pas pour la vengeance, mais pour la rédemption. Je suis ravi que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à laisser généreusement ce pouce bleu et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve pour la prochaine histoire.